différent et j'ai plus envie de m'inonder le cerveau avec trop de futilité. Paris, le 29 juin 2026. L'atmosphère à l'intérieur de la 10e chambre du tribunal correctionnel de Paris est d'une lourdeur presque insoutenable. Ce n'est pas le tumulte habituel des tapis rouges, mais un silence de plomb. Au centre de toutes les attentions, Adèle Exarchopoulos. Pour un public qui l'a vu grandir à l'écran, la voir ici provoque un choc profond. Elle est le visage d'une dignité blessée, une mère venue réclamer la protection de la justice face à son passé. À quelques mètres d'elle se tient Mamadou Coulibaly, plus connu sous son nom de scène, le rappeur Dooms. L'homme qui a partagé sa vie, le père de son fils. Le contraste entre les deux individus est saisissant. D'un côté, l'actrice iconique du cinéma d'auteur français. De l'autre, une figure de la culture urbaine confrontée à la réalité implacable d'un box des accusés. Leurs regards se croisent, chargés d'un passif que 8 années de vie commune ont rendu toxique. À ses côtés, pour affronter cette épreuve, Adèle Exarchopoulos peut compter sur la présence discrète mais indéfectible de son compagnon actuel, le comédien François Civil, symbole de reconstruction face aux démons du passé. Dès l'ouverture de l'audience, la première décision d'Adèle Exarchopoulos pose les jalons de ce que sera ce procès, un combat absolu pour la préservation de l'intime. Par la voix de son avocat, elle demande immédiatement le huis clos total. Je demande que les débats se déroulent hors de la présence du public et de la presse. Une requête formulée pour ériger une barrière de protection autour de son fils, né en 2017. À 9 ans, cet enfant est désormais en âge de comprendre et de subir le contre-coup d'une surexposition médiatique. Le tribunal accède à sa demande. Les portes lourdes de la salle d'audience se referment sur le public, loin du voyeurisme des réseaux sociaux. Mais alors que tout est en place pour que le procès commence enfin, après des mois d'enquête minutieuse, un coup de théâtre juridique vient paralyser la machine judiciaire. La défense de Dooms prend la parole pour formuler une demande de renvoi de dernière minute. Le motif invoqué ? Des raisons médicales, jugées impératives et indépendantes de la volonté du prévenu. Une pièce médicale est produite, rendant l'examen du dossier impossible ce jour-là. Pour Adèle Exarchopoulos, le coup est rude, c'est l'extension d'une attente déjà insupportable, une confrontation différée qui s'apparente à une lente épreuve psychologique. Pour les observateurs avertis de la justice pénale française, ce type de demande s'inscrit souvent dans une stratégie de défense bien précise, la tactique de l'usure. En retardant l'échéance, on cherche à faire baisser la pression médiatique, à émousser la vigilance de l'opinion publique et à prolonger l'état d'incertitude de la partie adverse. Ce 29 juin 2026, la justice n'a donc pas tranché, elle a suspendu le temps. Le face-à-face tant redouté a été volé à la vérité, laissant les questions en suspens. Mais pourquoi une telle tension entoure-t-elle ce procès reporté ? Pour comprendre la gravité de cette affaire, il faut détruire un mythe. Dans l'arène publique, Mamadou Coulibaly a toujours tenté de minimiser la portée des accusations avec une formule ciselée « Je ne suis pas le monstre que l'on dépeint ». Une phrase habile pour transformer un dossier judiciaire en un simple malentendu relationnel. Cependant, la justice ne se nourrit pas d'effets de manche, elle s'appuie sur des faits concrets. Et lorsque l'on ouvre le casier judiciaire de Dooms, la formule s'effondre. L'homme qui se défend d'être un tyran est, aux yeux de la loi, un récidiviste légal ancré dans un schéma destructeur. 4. C'est le nombre de condamnations antérieures qui assombrissent son profil. Ce chiffre est la preuve d'une dérive comportementale systémique. Le passé de Dooms se divise en 2 chapitres, liés par la même dynamique d'emprise. Le premier concerne directement Adèle Exarchopoulos. Avant même le procès actuel, la justice était intervenue à 3 reprises. Une première condamnation avait acté la réalité de l'oppression au sein du couple. Mais là où le profil devient particulièrement inquiétant, c'est dans la persistance du comportement après la séparation. Dooms a été condamné 2 fois pour des appels téléphoniques et messages malveillants. Ce harcèlement textuel visait à maintenir une pression mentale constante, interdisant à son ancienne compagne de retrouver la moindre sérénité. C'est l'illustration d'une volonté de contrôle absolu. Le second chapitre
et d'une actualité troublante. En février 2026, alors que l'enquête concernant Adèle s'achevait, le tribunal de Créteil a jugé le rappeur pour des faits similaires sur sa nouvelle compagne. Dooms a été condamné à 8 mois de prison avec sursis. Cette condamnation verrouille techniquement une notion cruciale, la récidive légale. En droit français, lorsqu'un individu récidive dans cette catégorie de délits, les peines encourues sont doublées. Le parquet de Paris l'attend désormais avec des réquisitions implacables. Il fait face à une peine maximale de 10 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende. Ce dossier soulève également un point médico-légal fondamental. L'ordonnance de renvoi mentionne une incapacité totale de travail, ITT, supérieure à 8 jours. Pour le grand public, ce terme évoque des blessures physiques, mais les experts ont mis en lumière une réalité bien plus pernicieuse, l'ITT psychologique. 8 années de pression insidieuse ont provoqué chez Adèle un retentissement psychologique majeur, un épuisement mental si intense qu'il a paralysé ses capacités fonctionnelles au quotidien. C'est cette destruction silencieuse, validée médicalement, que le tribunal doit désormais évaluer. Mais comment une actrice au sommet de la gloire a-t-elle pu sombrer dans ce piège sans que personne, dans le milieu du cinéma ou de la musique, ne brise la loi du silence ? Pour comprendre cette omerta et la collision de ces deux mondes, il faut remonter à 2017, là où le piège s'est refermé. D'un côté, Adèle Exarchopoulos incarne alors l'élite absolue du cinéma d'auteur français. Propulsée au rang d'icône internationale après avoir été la plus jeune lauréate de la Palme d'Or à Cannes, elle évolue dans un univers feutré, intellectuel et hautement protégé. De l'autre côté, Mamadou Coulibaly, alias Dooms, est une figure respectée et brute du rap underground parisien, membre actif du collectif influant l'entourage. C'est la rencontre entre le raffinement du 7e art et la réalité sans phare des cultures urbaines. Une fusion fascinante pour le public, mais qui dissimulait déjà des failles psychologiques majeures. L'année 2017 marque également la naissance de leur fils. C'est à ce moment précis, alors que le couple devrait célébrer une consécration intime, que le mécanisme invisible de l'emprise commence à se mettre en place. Pour une jeune femme de 23 ans, l'arrivée d'un enfant coïncide avec une immense vulnérabilité. Les enquêteurs de la brigade de protection des familles ont minutieusement retracé la chronologie de cette période, couvrant les années 2017 à 2024. Ce qu'ils ont découvert ne relève pas de la violence spectaculaire, mais d'un processus d'isolement progressif et de dévalorisation systématique. Derrière les sourires de façade sur les tapis rouges des Césars, Adèle Exarchopoulos subit une véritable captivité psychologique, orchestrée par un partenaire jaloux de sa lumière et désireux de la ramener à sa propre coupe. Ce dossier met en lumière un phénomène sociologique terrifiant, l'omerta au sein de l'industrie du divertissement. Comment une star de cette envergure a-t-elle pu vivre ce calvaire pendant 8 ans sans qu'aucun signal d'alarme ne soit tiré ? La réponse réside dans le choc des cultures et la sacralisation de la loi du silence, omerta, qui règne dans certains collectifs artistiques. Dans le milieu du rap, où évolue Dooms, afficher sa domination et protéger ses pairs est une règle tacite. Les signes de détresse de l'actrice ont été systématiquement étouffés, minimisés ou relégués au rang de simple crise de couple par un entourage professionnel qui préférait fermer les yeux pour ne pas briser l'image de cette union idyllique et lucrative entre le rap et le cinéma. Le point culminant de cette phase d'enquête repose sur l'évaluation des dommages psychologiques subis par la victime. 8 années de harcèlement, de pression quotidienne et d'intimidation verbale ont été qualifiées par les experts médicaux de violences psychologiques habituelles. C'est cette continuité, cette absence totale de répit entre 2017 et 2024 qui a provoqué l'effondrement intérieur d'Adèle Exarchopoulos. Les rapports psychiatriques décrivent une femme épuisée, contrainte de jouer le rôle d'une héroïne forte à l'écran, tout en étant réduite à l'impuissance dans l'intimité de son foyer, prisonnière d'un engrenage dont elle ne voyait plus l'issue. Mais chaque engrenage psychologique finit par se heurter à un point de rupture, un instant où la survie devient plus forte que la peur de la vérité. Cet instant survient à l'automne 2024, lorsque Adèle Exarchopoulos décide enfin de briser cette omerta,
pour engager un bras de fer judiciaire sans précédent. Octobre 2024. C'est le moment où le destin bascule, l'instant précis où la victime décide de se réapproprier son histoire. Après 8 années d'un silence lourd et destructeur, Adèle Exarchopoulos franchit le seuil d'un commissariat parisien pour déposer une plainte officielle. Pour une actrice de sa notoriété, ce geste n'a rien d'anodin. C'est accepter de livrer sa vie privée aux mains de la justice, de voir son intimité décortiquée par des enquêteurs et de risquer le tumulte médiatique. Mais c'est surtout un acte de survie pour protéger son fils et mettre un terme définitif à l'engrenage de l'oppression. Face à la gravité des éléments présentés et à la détresse manifeste de l'actrice, la réponse de l'institution judiciaire est immédiate. Le tribunal émet une ordonnance de protection. Cette mesure juridique est un acte fort en droit français. Elle fixe une frontière légale et infranchissable, interdisant formellement à Mamadou Coulibaly de s'approcher d'Adèle Exarchopoulos, de la contacter ou de paraître à proximité de son domicile. C'est un bouclier censé garantir sa sécurité physique et mentale. Pour le rappeur, habitué à imposer ses propres règles et à défier l'autorité, cette décision est perçue comme un affront à sa toute-puissance. Et c'est là que l'affaire prend une tournure encore plus dramatique. Au lieu de se soumettre aux injonctions des magistrats, Dooms choisit la provocation. Il viole délibérément l'ordonnance de protection. Les rapports de police consignent une série de transgressions caractérisées, des tentatives de rapprochement indus, des messages insistants et un refus flagrant de respecter la distance imposée par la loi. Cette attitude n'est pas seulement une infraction technique. Elle révèle un mépris total des décisions de justice et l'incapacité psychologique de l'accusé à accepter la fin de son emprise. La ligne rouge ayant été franchie, la justice n'a d'autre choix que de durcir sa réponse. En janvier 2026, la brigade de protection des familles passe à l'action. Rapper Dooms est interpellé et placé en garde à vue avant d'être soumis à un contrôle judiciaire extrêmement strict dans l'attente de son procès. Cette arrestation marque un point de non-retour dans le parcours du prévenu. Elle brise l'illusion d'impunité dans laquelle il s'était muré. Pour ses avocats, la tâche devient herculéuse. Il ne s'agit plus seulement de contester des témoignages anciens, mais de justifier pourquoi leur client a sciemment enfreint un ordre direct du tribunal. La panique s'installe dans le camp de la défense, qui réalise que le profil de Dooms n'est plus celui d'un compagnon difficile, mais celui d'un homme en rébellion, ouverte contre l'institution judiciaire. Le piège de sa propre arrogance est en train de se refermer sur lui. Derrière cette bataille de procédure et ces violations répétées de la loi, se cache un combat beaucoup plus intime et déchirant, celui d'une mère prête à tout pour préserver l'avenir de son enfant, un combat où chaque décision de justice résonne comme une promesse de liberté ou une menace d'effondrement. Entre l'arrestation de janvier 2026 et l'échéance manquée du procès en juin, Adèle Exarchopoulos traverse la période la plus paradoxale de son existence. Au dehors, elle doit maintenir les apparences d'une carrière florissante, enchaîner les tournages et répondre aux exigences d'un statut d'icône. Au-dedans, elle mène le combat invisible d'une mère habitée par une angoisse unique, l'impact de ce séisme judiciaire sur son fils. Né en 2017, ce petit garçon a désormais 9 ans. Il n'est plus le nourrisson qu'elle protégeait des photographes. Il est un enfant qui interroge le monde, un écolier exposé aux murmures et à la brutalité des moteurs de recherche. Le véritable drame d'Adèle Exarchopoulos réside dans ce dilemme déchirant. Rester silencieuse pour préserver l'enfance de son fils au prix de sa propre destruction, ou parler devant les juges pour briser le cycle de la violence au risque d'exposer son enfant au grand déballage public. C'est ce tiraillement maternel qui explique sa demande absolue de huis clos lors de l'audience du 29 juin. Ce choix n'est pas une coquetterie de star soucieuse de son image, mais l'acte de protection ultime d'une mère qui refuse de laisser le traumatisme familial devenir un spectacle de divertissement pour les réseaux sociaux. Dans cette phase de reconstruction particulièrement fragile, la figure de François Civil prend une dimension symbolique cruciale. Sa présence constante aux côtés de l'actrice, jusque dans les couloirs austères du tribunal de Paris, offre un contrepoint saisissant à la figure de Dooms.
Là où le rappeur incarnait le contrôle, la domination et la rupture permanente des règles, le comédien représente la stabilité, la bienveillance et le respect des institutions. Pour le public et pour les magistrats, cette transition affective n'est pas anodine. Elle matérialise visuellement la frontière entre le passé toxique dont Adèle tente de s'extraire et l'avenir serein qu'elle s'efforce de bâtir pour elle et son fils. Malgré cette quête de sérénité, le report de l'audience accordée in extremis à la défense résonne comme un coup de poignard psychologique. Pour une victime d'emprise, le procès est perçu comme une ligne d'arrivée, l'instant de la délivrance où la parole est enfin actée par un verdict. En prolongeant l'attente sous un prétexte médical, la défense maintient artificiellement Adèle Exarchopoulos dans un état de vulnérabilité. La justice française, souvent critiquée pour sa lenteur, se retrouve ici prise à partie par le temps. Elle doit veiller à ce que le droit à la santé de l'accusé ne devienne pas une arme d'usure morale contre celle qui a eu le courage de briser l'omerta. Le rideau est tombé temporairement sur la salle d'audience de la 10e chambre correctionnelle de Paris, mais le procès de l'opinion, lui, est bel et bien ouvert. Face à ce verdict suspendu, c'est désormais la conscience collective qui est appelée à s'interroger sur les failles d'un système face aux violences invisibles. Ce procès reporté de l'été 2026 dépasse largement le cadre d'un simple fait divers impliquant des célébrités. Il agit comme un miroir tendu au dysfonctionnement de notre société et aux angles morts de notre système judiciaire. Pour un public de plus de 50 ans, habitué à une justice qui s'appuie sur des preuves tangibles et des verdicts clairs, cette affaire met en lumière la complexité inhérente aux nouvelles formes de criminalité domestique, celle de l'emprise psychologique et du harcèlement technologique. La justice française fait face à un défi historique. Comment sanctionner efficacement un homme qui utilise les téléphones et les messages comme des outils de contrôle permanent? Comment mesurer la destruction d'une âme lorsque celle-ci ne laisse aucune trace visible sur la peau, mais paralyse une vie entière? L'attente imposée par ce renvoi médical interroge également la responsabilité de l'institution. En accordant des délais supplémentaires à un prévenu déjà lourdement condamné par le passé pour des faits de même nature, la justice prend le risque d'envoyer un signal de faiblesse. Face à un récidiviste légal qui encourt jusqu'à 10 ans de prison, chaque jour de liberté accordé sans procès est perçu par l'opinion comme une faille dans la protection des victimes. Le cas de Dooms devient ainsi le symbole d'une urgence pénale, celle de traiter le harcèlement et les violences invisibles avec la même sévérité et la même célérité que les atteintes physiques directes. Au-delà des lois, c'est l'attitude d'Adèle Exarchopoulos qui restera comme la véritable leçon de ce dossier. En choisissant la dignité du silence judiciaire plutôt que le bruit des plateaux de télévision, en exigeant le huis clos pour préserver son fils de 9 ans, elle redéfinit le courage au féminin. Elle prouve que l'on peut être une immense actrice, une figure publique admirée, et faire le choix de s'effacer derrière son devoir de mère. Sa démarche n'est pas une fuite, c'est une quête de vérité pure, un refus absolu de laisser son histoire être dénaturée par le voyeurisme contemporain. Nous arrivons au terme de cette analyse rigoureuse et une question fondamentale s'impose à notre réflexion. Face à un système judiciaire qui peine parfois à s'adapter à la violence psychologique et au harcèlement de l'ère numérique, la digne discrétion d'une mère est-elle le rempart le plus efficace pour protéger l'avenir d'un enfant, ou est-ce au contraire à la justice de se montrer plus implacable pour briser définitivement le cycle de l'impunité? Votre avis sur cette question est essentiel. Si vous appréciez ce travail d'analyse approfondie et de décryptage des grands enjeux de notre époque, je vous invite chaleureusement à vous exprimer. Laissez un commentaire détaillé sous cette vidéo pour partager vos réflexions. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce levé pour soutenir la chaîne, de partager ce contenu auprès de vos proches et de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines enquêtes exclusives. C'est grâce à votre engagement que nous pouvons continuer à faire vivre un journalisme d'investigation exigeant.